Ok, Luc, cette semaine, grosse news, peut-être la news tech de la semaine. Le Bitcoin a reconnu un nouvel ATH. On sent des frémissements, d'après moi, de redépart du marché des cryptos. On a vu des mêmes coins repartir. Tout le monde commence à se réexciter. Toi qui as fait une grosse partie de ton, on va appeler ça début de carrière dans le Web3, quelle est un peu ton analyse sur le sujet et qu'est-ce que ça va impliquer, d'après toi, dans les prochains mois? Où est-ce qu'on en est sur la courbe de hype en ce moment? J'aimerais bien ta vision sur ce qui s'est passé essentiellement cette semaine et d'après toi, où est-ce qu'on va? Ok. Alors, plusieurs avertissements. Alors déjà, je suis à Bali et on est en plein pendant la saison des pluies. Donc, si on entend un peu des grésillements, c'est la pluie derrière. Et deuxième avertissement, je suis clairement pas un expert de la DeFi, clairement pas un expert de tout ça. Moi, je m'intéresse beaucoup aux opportunités business qu'on peut faire au sein du Web3. J'ai eu la possibilité et l'opportunité de lancer pas mal d'activités là-dedans. Donc voilà, c'est surtout ça mon cœur de métier. Je vais essayer de me prononcer sur et répondre à tes questions, mais que les personnes qui nous écoutent puissent nous écouter avec ce prisme-là. Pour te répondre, en fait, c'est très simple. Déjà, pourquoi il y a ce qu'il se passe? À mon avis, tu serais sans doute plus à même d'y répondre, mais en gros, c'est tout simplement l'ETF Bitcoin, selon moi, qui est venu faire pumper tout le marché des cryptos. Ce qu'il faut savoir, c'est que les asset managers qui ont créé justement cet actif-là, ils possèdent, et je parle sous ton contrôle, des milliers de milliards à leur disposition. Et qu'en fait, il suffirait qu'ils investissent ne serait-ce que 1% de tout leur portefeuille dans le Bitcoin pour doubler, tripler, quadrupler la valorisation actuelle du Bitcoin. Ouais, alors pour 1%, je sais pas si le calcul est bon, mais pour te donner un ordre d'idée, BlackRock, à qui tu fais, je suppose, référence en tant que plus gros acteur, a au moment où on se parle à peu près 10 trillions sous gestion. Donc 10 trillions sous gestion, ça veut dire 10 000 milliards. 10 000 milliards sous gestion, donc ouais, enfin 1%, je sais pas si ça fait bouger Bitcoin, mais en tout cas, ça commence à représenter quelque chose d'assez vénère. Donc, pour répondre à ta question, c'est sûr que s'ils s'y mettent à plusieurs comme ça, avec ce qu'on appelle des ETF spot, en effet, tu commences à avoir un afflux de liquidités monstrueux sur le marché des cryptos. Et j'ai entendu qu'il y ait des discussions pour faire un ETF spot sur ETH, ce qui devrait ouvrir une deuxième et nouvelle poche de liquidité. Et donc en effet, les institutionnels, ça fait longtemps. Moi, je discutais avec des mecs au tout début, tu vois, 2016, 2017. Je discutais avec des mecs qui disaient ouais, le grand moment, ce sera le jour où les institutionnels arriveront sur le marché. Bah, ce jour, c'est maintenant. En tout cas, les gros institutionnels ont trouvé un moyen légal, valable, d'arriver sur le marché. Rien à, rien à redire sur ça, pour le coup, c'est ton expertise. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a toujours un ruissellement au sein du Web3, qui est que le Bitcoin mène la danse. Après, les personnes, ils vont venir prendre leur profit, ça va venir se déverser sur les altcoins principaux, notamment, je pense, à Ethereum. Je trouve qu'en ce moment, on commence à tomber dans ce second cycle-là. Et le troisième cycle, c'est le cycle qui intéresse le plus les spéculateurs et les petits portefeuilles, finalement. Ça va être le cycle où les types vont venir prendre leur profit sur les altcoins principaux et vont venir bien s'essayer au même coin, au shitcoin et compagnie, à des trucs hyper spéculatifs. Donc il y a vraiment ce ruissellement-là qui est intéressant. Et donc, dans le cadre de ce ruissellement-là qui se passe actuellement, bah forcément, il y a pas mal de meme coin, le shitcoin qui commence à pumper, et donc forcément derrière, il y a pas mal de personnes qui commencent à s'exciter en mode, bon, c'est parti, je vais devenir millionnaire cette année, let's go, la fête reprend, et on a toute une ribambelle de mèmes qui sont déversés sur les réseaux, tous plus rigolos les uns que les autres. Cependant, ma théorie, c'est que il existe une solution au sein du Web3 pour faire énormément d'argent, énormément de sous, dans une période de temps, dans un laps de temps qui est, mine de rien, assez court, puisque là, on parle de 1 à 2 ans. Généralement, c'est des périodes de bull markets. Et cela sans investir le moindre sou et donc sans prendre aucun risque financier. Finalement, cette stratégie-là, peu de personnes en parlent parce que tout le monde nous vend du rêve avec la prochaine crypto à la mode. Mais cette stratégie-là, c'est de devenir acteur
et pas seulement spectateur de cette euphorie. Et donc, pour devenir acteur, il faut builder, donc devenir grosso modo un entrepreneur du Web3, un entrepreneur de l'écosystème. Parmi les entrepreneurs du Web3, alors moi je viens de là. Pour la petite histoire, j'ai fait beaucoup de consulting en création de communauté pour les projets Web3, que ce soit des cryptos ou beaucoup de NFT. J'ai pu lancer ma propre collection de NFT, j'ai pu créer des agences au sein du Web3 et puis derrière j'ai pu former les personnes à lancer des activités au sein du Web3. Et j'ai repéré 3 types de profils d'entrepreneurs, de builders au sein du Web3. Le premier profil, c'est les opportunistes. Donc je les associe vachement aux mecs de Dubaï, je mets des grosses guillemets, ce sont des personnes qui n'ont jamais entendu parler du Bitcoin avant, hein, jamais entendu parler de la blockchain, qui ne comprennent rien d'ailleurs, ils s'en foutent, ils cherchent même pas à savoir ce que c'est. Par contre, ils disent, ok, il y a une opportunité financière, comment est-ce que je peux en profiter? Et donc, ça va être toutes ces personnes-là qui ont lancé les meme coins, ça va être toutes ces personnes-là qui ont lancé des collections NFT, plus ou moins d'ailleurs dans le cadre de la loi. On pense à, j'ignore quel est son nom, mais le Français qui s'est fait choper en descendant de son avion aux États-Unis et qui maintenant écope de plusieurs années de prison, ce qui est dramatique. Donc bon, bref, ces mecs qui ont profité du bull market pour lancer des business au sein du Web3, tout en n'ayant absolument rien à faire de la technologie et juste parce qu'il y avait une opportunité financière à saisir. Ok, c'est la première catégorie. La seconde catégorie, c'est les puristes. Les puristes, c'est les mecs qui comprennent la techno, qui généralement sont là depuis quelques temps et qui là se disent « Ok, je veux vraiment bâtir quelque chose dans cet écosystème ». Et donc, c'est des mecs qui ont vécu plusieurs vagues, qui ont vécu des périodes de bear market ultimes, la traversée du désert où tous les médias n'en avaient plus rien à faire des cryptos, du Bitcoin et compagnie, et qui sont prêts à faire ce sacrifice de « Ok, il y aura l'euphorie, mais il y aura aussi la période de bear market. » Et donc, on est OK avec l'idée de construire quelque chose sur le long terme. Donc, c'est un projet qui va durer 5 à 10 ans au minimum, au grand minimum. Et donc là, on pense à toutes les grosses plateformes de DeFi hyper complexes, avec des techs, des personnes qui essayent vraiment d'apporter de la vraie innovation dans la blockchain et dans cet écosystème à Web3. Et la troisième catégorie, et malheureusement, il y en a beaucoup qui sont tombés là-dedans, c'est les mecs donc généralement, c'est les entrepreneurs du Web2 qui se sont dit, OK, et généralement, c'est même pas les entrepreneurs du Web2, c'est les infopreneurs du Web2 ou les dropshippers du Web2 qui se sont dit, nous, le Web3, on y croit, alors qu'ils connaissaient pas ce que c'était il y a un an, mais ils disent, OK, maintenant on y croit, c'est quelque chose qu'on apprécie réellement, et sachant encore une fois, ils n'y connaissaient rien, et on a envie de lancer un gros projet. Et donc, ils se disent, nous, on n'a pas envie de faire des collections de NFT nulles, on n'a pas envie de faire des shitcoins nuls, on n'a pas envie de lancer des trucs court terme. Non, nous, on va créer un vrai projet. Et donc, c'est des types qui vont lancer des play to earn, donc des jeux vidéo qui se basent sur la blockchain avec toute une logique de tokenisation et de gains finalement de crypto et donc derrière de spéculation financière. Mais ça va être des projets qui vont être hyper complexes. Ça va être des projets qui vont être hyper complexes par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de faire hier. C'est des projets qui vont être hyper onéreux et surtout, c'est des projets dans lesquels ils vont jouer vachement leur image parce que c'est des types qui, au moment de l'euphorie, ils se disent pas tout va se casser la gueule et donc mon image va elle aussi se casser la gueule à partir du moment où je m'associe au projet, où j'associe mon image au projet. Et c'est malheureusement cette troisième catégorie qui part à chaque fois d'un bon sentiment puisqu'ils se disent ok, on n'a pas envie d'être des opportunistes, on va vraiment bâtir, on s'associe notre image, on met notre communauté, on croit vraiment au truc. Eh bien, ils se prennent de plein fouet le bear market et ils finissent par mourir économiquement. Et ça, il y en a énormément, et même des personnes qui sont remarquables, des personnes qui ont réussi à lancer des infoproduits à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, ou alors de l'e-com à plusieurs millions d'euros de chiffre annuel, mais qui se retrouvent du jour au lendemain à devoir gérer des millions, qui se retrouvent du jour au lendemain à devoir faire des levées de fonds crypto et donc à devoir gérer une communauté de personnes. Tougan les appelle les singes sous stéroïdes, c'est exactement ça, c'est les types qui nous ont donné de l'argent et qui tous les jours nous harcèlent en mode quand est-ce qu'on va atteindre la lune grâce à ce projet-là. Et en plus, qui doivent gérer des équipes, qui doivent gérer de la tech et qui doivent gérer aussi un écosystème dans lequel tous les projets sont hyper dépendants de la fluctuation des cours. Et donc, ces types, ils meurent. Donc, pourquoi je parle de ces trois profils-là? C'est parce qu'aujourd'hui, donc ces trois profils-là existent à chaque vague, on peut les voir. Aujourd'hui, il y a un nouveau bull market qui arrive. La question, c'est à partir du moment où vous voulez profiter de ce bull market en lançant une activité, en lançant un business au sein du Web3, à quelle catégorie de personnes est-ce que vous souhaitez appartenir? Et en fait, mon opinion,
et je serais curieux de connaître la tienne, c'est que face à un marché, face à un écosystème qui est aussi court terme, pour l'instant, tant qu'on n'a pas eu le chat GPT du Web3, et c'est un truc qui est hyper court terme, qui dépend uniquement des fluctuations des cours, peut-être que ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir une approche opportuniste. Bien entendu, dans la légalité, dans tout ce qu'on veut, faire les choses parfaitement clean, mais une approche opportuniste et plus si affinité, si vraiment on voit que c'est un écosystème qui nous plaît, etc., etc. Et pour finir, les grands gagnants du dernier bull market, et à mon avis les grands gagnants du prochain bull market, bah, c'est les opportunistes, parce que c'est les types qui ont réussi à lancer des business à cash flow immédiat, à s'imprégner de l'écosystème, et puis derrière, soit ils sont partis dans le Web 2, ou alors ils ont investi en IMO, ou alors ils ont investi en bourse, ou alors il y en a qui ont acheté des boîtes de nuit, des restaurants, que sais-je, avec justement le cash flow qu'ils ont réussi à se faire. Ou alors, eh bien, ils ont réussi à se créer une certaine autorité au sein de l'écosystème Web3, à se faire des potes du réseau, et dans ce cas-là, ils sont partis pour des projets beaucoup plus long terme au sein de l'écosystème. Voilà un peu les différents types de profils. Et puis après, on pourra parler des différents types de business Web3 qu'on pourrait lancer. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, si tu veux, sur l'analyse en tant que telle, en me disant, je pense que tes trois catégories de personnes, elles me semblent bonnes et smart. Il y en a peut-être des sous-catégories, tu vois, mais dans l'idée générale, ça me paraît cool. Moi, ce que je me dis, c'est, est-ce qu'on n'a pas déjà eu notre moment de chat GPT du Web3, en fait? Est-ce que le chat GPT du Web3, en fait, finalement, c'est pas Coinbase et Binance? Fondamentalement, si tu regardes ChatGPT, entreprise privée pas encore cotée en bourse, valorisée aux alentours de 90 milliards, Binance, au plus haut, il valait entre 60 et 100 milliards. Alors c'est toujours difficile à estimer, mais en gros, aux alentours de 90 milliards, utilisé par plein de monde avec une courbe de croissance d'utilisateurs délirante à un moment donné, pas coté en bourse, avec un gros PDG bien connu. Est-ce que Binance, c'est pas le chat GPT? Alors Coinbase, eux, ils ont même réussi à passer ce cap-là et à aller se coter en bourse et à passer encore une étape suivante, à être, on va dire maintenant quasiment tu vois, l'exchange de Madame Michu qui veut s'acheter 25 euros de Bitcoin, tu vois. Moi, en fait, souvent on dit ouais, il n'y a pas encore eu ce moment et on en discutait avec Tugan, tu vois. Et après réflexion, mais genre 2 semaines plus tard, je me suis dit, mais est-ce que au final, le chat GPT, le moment un peu breakthrough du Web3 et les cryptos, c'est pas les exchanges, fondamentalement. Parce qu'en fait, ils sont là depuis le début. Je veux dire, Coinbase, c'est 2012. Et si tu regardes, depuis 2012, on n'a pas créé. Alors, il y a Binance qui arrive après, mais c'est le même produit, entre guillemets, enfin, avec leur spécificité et tout ça, mais c'est la même idée de base. Rien n'a réussi à les rattraper, tu vois. Comme ChatGPT, en fait, c'est créé en 2015 et alors il y a d'autres boîtes que ChatGPT dans l'IA, mais fondamentalement, le leader du marché, c'est ChatGPT quasi 7 ans ou 8 ans avant tout le monde. Tu vois. Enfin, c'est OpenAI 8 ans avant tout le monde. Alors, en fait, ce que tu dis là, l'idée que tu défends, en gros, ce que ça signifie, c'est que pour toi, le Web3 se résume essentiellement à la DeFi. Et ça, d'ailleurs, c'est ma conclusion. Parce que du coup, si on considère que Coinbase, c'est le ChatGPT du Web3, sachant que le ChatGPT, en fait, la grosse innovation de ChatGPT, c'est surtout que c'est l'accessibilité à tous à la puissance d'IA dont on nous parle depuis des années et des années. Or, aujourd'hui, Coinbase et compagnie, c'est l'accessibilité à tous, et bien des cryptos, c'est tout, et donc de la DeFi. Ouais, mais alors il y a juste une nuance, il y a juste une rapide nuance, c'est que pour moi, ChatGPT, ce qu'on appelle le moment ChatGPT, c'est la boîte qui fait prendre conscience que la techno est devenue hyper importante dans notre vie. Mais ChatGPT n'est pas. Aujourd'hui, c'est le porte-drapeau de l'IA. Mais il faut faire attention. L'IA, c'est pas juste l'IA générative pour générer du texte ou des photos. L'IA, il y a toute une partie qu'on voit pas. Il y a Palantir, il y a toutes ces boîtes-là qui sont quasiment aussi grosses que ChatGPT, qui servent à rendre plus précis les systèmes de défense, à faire de la reconnaissance sur champ de bataille et tout ça. Toi, tu t'en sers pas toute la journée, mais c'est hyper important dans la manière dont, entre guillemets, on fait la guerre, malheureusement. Et ce genre de boîtes, on les voit pas, mais elles sont tout aussi grosses et importantes que ChatGPT. Donc ChatGPT, c'est juste le fer de lance du truc. Comme
il y a plein de marques de smartphones et Apple a été le fer de lance avec l'iPhone, le fer de lance de la révolution smartphone. Mais c'est pas pour autant que tu n'avais pas Samsung et tout ça. Et donc, ça veut pas forcément dire que le use case Web3 va s'arrêter à ça, mais ça veut dire que le fer de lance pour faire passer toutes les autres business plus ou moins connus me semble être les exchanges. C'est plutôt ça mon analyse que de dire le use case ce sera uniquement la DeFi. En fait, actuellement, oui, mais je préfère laisser. En fait, je préfère laisser sa chance au Web3 de, pour le coup, vraiment développer le use case qui sera utile à tout le monde et aussi facilement accessible que ChatGPT. Parce qu'aujourd'hui, le Web3, c'est 2008. L'IA, c'est les années 50-60. Il y a eu énormément de chemins qui ont été parcourus depuis. Si aujourd'hui, les exchanges, eh bien, c'est en fait, ce qu'on appelle le ChatGPT du Web3, en gros, c'est ce qui est à venir démocratiser une technologie. En gros, c'est ça. ChatGPT, c'est venu totalement démocratiser l'IA. La question, c'est, OK, est-ce que Coinbase, les exchanges sont le truc qui vient démocratiser la techno? Bah, je pense pas, parce que ça vient peut-être démocratiser l'achat de crypto. Mais est-ce que l'achat de crypto, c'est pas une toute petite partie du Web3? Alors, les Bitcoin maximalistes, tu dirais, bah, si. en fait, le Web3, enfin, d'ailleurs, les Bitcoin maximalistes disent que le Web3 n'a aucun sens. Et d'ailleurs, j'ai rejoint plutôt sur ça. C'est une sorte de bric-à-brac dans lequel on a absolument tout mis, on met même le métaverse alors que ça n'a absolument aucun rapport. Et finalement, pour eux, la seule chose qui a une utilité, c'est blockchain. Il y a même des mecs qui mettent l'IA dans le Web3. Mais ça, c'est une aberration, je trouve. Ça, c'est une aberration. C'est juste pour moi mettre. Pour moi, mettre l'IA dans le web. T'imagines que l'IA était là avant le web et en fait ils te disent ah mais c'est le web 3 qui en gros c'est le web 3 qui l'a inventé alors que bah non, l'IA est là depuis les années 50, t'avais même pas de connexion entre les ordinateurs que on avait déjà des prototypes d'IA, tu vois. Et là-dessus, il y a un mismatch complet qui est on essaye de fourrer tout ce qui marche dans le web 3 en disant en gros c'est la révolution. Mais la VR, les premiers tests de VR donc de Metaverse, c'est les années 80 avec un produit éclaté au sol de Nintendo. Un jour, si on en parlera des produits. Je pense qu'on pourrait faire un vlog, enfin, pardon, un podcast là-dessus. Les produits éclatés, mais genre qui ont donné naissance à des technos hyper intéressantes. Bah, un des premiers, c'est le Vision Boy ou je sais pas quoi de Microsoft, qui était une espèce de casque VR posé sur un trépied où tu te mettais comme ça en gros, et tu pouvais jouer à des jeux vidéo en bah, une espèce de 3D ignoble qui te cramait les yeux, quoi, en gros. Et donc, c'est pas du Web 3, tu vois, tout ça. Enfin, non. Je te rejoins à 1000%. Et c'est rigolo parce qu'il y a des gros groupes qui participent à cette confusion et qui participent à englober dans le Web3 absolument tout et n'importe quoi. Le métavers, l'IA. Et pour moi, le fait de mettre l'IA dans le Web3, c'est juste une preuve d'un échec total de tout ce qu'on a voulu mettre hier dans le Web3 qui aujourd'hui n'a pas marché. Je parle du NFT, je parle du métavers et compagnie. Et donc on dit, ok, non mais les gars, en fait, le Web3 ça marche parce qu'il y a l'IA à l'intérieur et aujourd'hui l'IA ça marche. Et ça c'est triste parce qu'il y a, encore une fois, même des gros groupes, même des gros managers, même des entrepreneurs qui ont de la visibilité sur les réseaux, mélangés. En même temps, les entrepreneurs, ça les arrange bien parce que la plupart qui étaient allés dans le Web3, aujourd'hui peuvent facilement se dire, bah en fait, je suis dans l'IA, mais je suis pas une girouette parce que l'IA appartient au Web3. Ouais. Et ça, je trouve ça comique. Enfin, c'est même pas triste en fait, c'est juste comique. Voilà. Et confus. Ouais, mais après, on parle de qui, tu vois, comme entrepreneur. Alors, sans la moindre critique sur de qui on parle, hein. Un entrepreneur qui a un minimum de connaissance de l'histoire des technos, tu vois, et qui a un minimum de connaissance de l'histoire de la Silicon Valley, de comment on a développé les produits et comment on les a mis en place, normalement, à moins que ce soit pour des raisons marketing et de gagner de l'argent, le mec ne peut pas te tenir ce discours. Si le mec te tient ce discours, c'est que c'est un mec qui a eu un coup de cul, qui s'est retrouvé là, mais qui est pas... Enfin, qui est pas imprégné, je pense, de cette culture. Je dis pas que c'est important, hein, mais je dis qu'un mec qui est imprégné de cette culture-là peut pas tenir ce discours, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Si je rebondis sur le sujet de discussion de tout à l'heure, qu'est-ce que tu sous-entendais par est-ce que finalement on n'aurait pas déjà eu notre moment de ChatGPT? Est-ce que finalement tu n'aurais pas une vision assez pessimiste de la suite? Quelle est ta vision, toi, des cryptos, du Web3 en règle générale? Est-ce que tu es plutôt bullish sur la suite, comme on dit? Ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui soit va pas éclater, soit finalement on va vraiment s'arrêter à DeFi et donc tout le reste poubelle? Non, alors moi je suis assez bullish sur moi je suis assez bullish en fait. Paradoxalement, je suis assez bullish sur les cryptos.
Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, alors encore une fois, on en avait parlé lors du, je crois, du premier épisode, qui était de dire, pour moi, il y a un use case monstrueux de financement. Alors ça reste de la DeFi, attention, mais par contre de financement de l'économie réelle. Par exemple, et ça je pense que c'est un des points les plus importants de notre discussion, les BRICS, donc les Brésil, Russie, Inde, Chine, machin, là, sont en train d'utiliser, ou en tout cas veulent développer un prototype d'utilisation des cryptos pour se faire un nouveau système de paiement qui ne dépend pas du ce qu'on appelle le système SWIFT, qui sert à faire passer des virements entre différents pays, enfin, et plein d'autres choses, mais voilà. Ça, si c'est le cas, ça reste de la DeFi, on est d'accord, mais, ce serait un use case monstrueux, parce que faut se rendre compte que l'industrie, on le voit pas trop, nous, quand on fait un virement et tout, mais l'industrie bancaire et les systèmes qui bougent l'argent entre les banques, et les systèmes et les lois qui régissent tout ça, et le marché des monnaies, de manière, voilà, et le marché du financement, à savoir faire des prêts, faire de l'investissement, permettre à des gens d'acheter des produits financiers. Toute cette financiarisation de l'économie, c'est quand même un trend qui est arrivé dans les années, enfin beaucoup dans les années 70-80, et on le voit dans The Big Short où ils expliquent que plus on a avancé dans cette période-là, plus on a créé des produits complexes, et ainsi de suite. Si les cryptos ne sont ne serait-ce que l'avenir de ce truc-là, on parle d'un marché qui vaut plusieurs trillions. Hein. Déjà, rien que ça, tu vois. Je te parle même pas des play to earn, je te parle même pas de quoi que ce soit d'autre, tu vois. Si déjà, si c'était uniquement le seul use case, déjà ce serait monstrueux. Donc tu rajoutes à ça le fait de mecs qui hold et qui se servent du Bitcoin comme d'une réserve de valeur. Donc en face de ça, tu as le parallèle avec l'or, avec tout ce que tu veux. Le financement de l'économie, moi, enfin, nous, on regarde pour financer, tu vois, de l'IMO en crypto. Enfin, c'est un truc sur lequel on bosse depuis très longtemps, même si on bosse en sous-marin. On sort rien pour l'instant, mais c'est une problématique qu'on regarde beaucoup, même s'il y a des questions de volume, des questions de légalité, des machins, des trucs, c'est compliqué, mais c'est pas un sujet. On le regarde et un jour on le sortira, ça c'est certain. Quand tu mets tout ça bout à bout, si tu veux, déjà, tu as un use case monstrueux. J'ai quasiment envie de te dire, rien que pour ça, je suis bullish dessus, et t'as même pas besoin d'aller chercher du play to earn, de l'échange communautaire, du machin, du truc, du bidule. Ok. T'aurais même pas besoin. Mais, une fois que ça c'est en place, tu peux facilement aller chercher du communautaire. Tu peux facilement aller chercher de la méthode de paiement un peu peer-to-peer entre des mecs pour qu'ils puissent, tu vois, se récompenser si le mec remplit une tâche et ainsi de suite. Tu peux facilement créer des jeux vidéo. Et je pense que si le Web3 avait créé World of Warcraft, on aurait eu une vague de mecs e-sport des dizaines d'années avant qui vivraient de World of Warcraft et qui seraient devenus des barons dans World of Warcraft en étant rémunérés pour ça, tu vois. Le problème des jeux Web3, c'est que le jeu est à chier et qu'à un moment, tu joues pas à un jeu à chier parce que c'est chiant. Ça devient un travail. Mais s'ils arrivent à faire des jeux corrects et que pour ces jeux, tu es rémunéré, ils font décoller le monde de l'e-sport. Mais il faut vraiment faire un bon travail. Alors, plusieurs choses. Je rebondis sur le dernier point. Le problème des play to earn, non seulement les jeux sont nuls, mais à la limite, c'est un problème qui est court terme. On entend les orages derrière, j'espère que ça va pas trop s'entendre à l'enregistrement. Mais le vrai problème, c'est que c'est juste un Ponzi géant. Aujourd'hui, tu n'as aucun play to earn qui ont un modèle économique qui est viable. Et ça, c'est dramatique. C'est-à-dire que tu as beau faire le meilleur jeu du monde, tu donnais l'exemple hier tout à l'heure de World of Warcraft, en fait, ça marche pas. Parce que en période de marché haussier génial, forcément, les mecs de l'e-sport auraient pu se payer à 10 ans, mais ils auraient aussi tout perdu en période de bear market. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un lever de bouclier mais en fait, vous avez totalement dénaturé la nature même des jeux qui nous passionnent, parce que vous allez rentrer dans un cadre qui est financier, et non seulement on est loin du pourquoi de base on joue, mais surtout le truc va causer des faillites, quoi. Et moi je m'en suis rendu compte. Est-ce que t'as en tête un seul jeu play to earn
aujourd'hui qui est toujours viable économiquement pour les joueurs et où les joueurs n'ont pas tous perdu une tonne de thunes? Je crois qu'il y en a un. Je crois qu'il y en a un, à ma connaissance, et c'est Sorare. Mais les chiffres sont pas très clairs. Mais J'arrive pas à voir Sora, les ça chiffres. s'est effondré, mec. Hein. Sora, ça s'est effondré. Alors voilà. En termes, la valorisation des cartes Sora, elles se sont toutes effondrées. Hein. Ouais, ouais. Ah oui. Et en plus, c'est pas pour le coup, c'est un bon exemple, j'avoue. Mais alors, non seulement la valorisation s'est effondrée, Ouais. mais en plus de ça, c'est plus un jeu à collectionner. Et donc là, forcément, à la limite, la blockchain a tout son sens parce que là, on retrouve les cartes Pokémon qui aujourd'hui valent très cher sans faire appel à la blockchain. Mais on n'est Ouais. pas dans le cadre d'un jeu vidéo. On est dans le cadre de paris. Sora, c'est du pari. Ouais, tu veux dire que le jeu qui est attaché a aucun sens. Bah pour moi, c'est pas un play to earn. Voilà, c'est pas un World of Warcraft où on va jouer dessus. C'est du pari, c'est de la spéculation. C'est les cartes Panini qui prennent de la valeur au bout d'un moment. Ok. Ouais, alors donc. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais moi, mon idée, c'était s'ils avaient réussi à inclure ça dans FIFA, il se passe quoi? Bah, il se passe que, je vais être mauvaise langue, hein, mais que ils perdent toute leur communauté parce que tout le monde est comme des fous initialement et après tout le monde perd de l'argent et tout le monde devient fou. Quand on a une communauté de personnes qui perdent de l'argent, les gens deviennent malades. On a pu voir ça avec les collections d'NFT. Il y a des menaces de mort faciles, les types nous retrouvent sans aucun problème. Et malheureusement aujourd'hui, puisque aucun play to earn n'a réussi à développer un modèle économique qui est vraiment rentable et qui ne se base pas sur une pyramide de Ponzi, eh bien tous les play to earn, tous les joueurs des play to earn qui sont restés un peu trop longtemps ont tous perdu de l'argent. Or les jeux vidéo type FIFA, leur modèle économique, enfin c'est pas vraiment leur modèle économique, mais le but c'est de faire une infinité de games. Le but c'est pas de faire des games tant que le bull market est présent. Ouais, clairement. Donc Ouais, clairement. le risque c'est de niquer leur base et la confiance qu'ils ont créée depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et d'ailleurs ça a été aussi ça la problématique de beaucoup de grosses marques. Mec, je vais te donner une insight. La marque en question n'en a jamais parlé. C'est Guerlain. Guerlain, ils ont lancé une collection de NFT. Ok. Il y a des années. Okay, je crois que ça a été l'une des premières collections NFT qui a été lancée. La manageuse du projet a reçu des menaces de mort, mais pendant des mois et des mois, au point où c'est la direction de LVMH directement qui a dû gérer l'affaire. Guerlain. Alors qu'en plus, c'était un projet il y avait un côté associatif, pas associatif, j'ai des bêtises, mais il y avait une promesse qui est auquel les gains, on va le reverser à quelque chose qui est une association caritative. Je dis peut-être des bêtises, mais je veux dire, c'était pas dans la poche de l'entreprise. Ils voulaient reverser les gains, etc., etc. Il y a des énormes marques comme ça, et c'est pour ça que c'est un tabou chez Guerlain aujourd'hui, les projets NFT. Depuis, ils en ont pas lancé, ils ont pas suivi la mode avec Porsche et compagnie, parce qu'ils ont été traumatisés dans le groupe à ce niveau-là. Parce que Et aujourd'hui, on peut les projets que tu as vus en interne. Il n'y en a aucun, mec. Cite-moi un seul projet. Il y a eu des trucs de cet ordre-là quand les collections se sont effondrées, les mecs ont fait menaces de mort et tout. T'as déjà vu des trucs comme ça? Bien sûr. Mais bien sûr, mec. Ah ouais. Mais à un niveau bien sûr. Mais la manageuse a reçu pas mal de menaces de mort. Mais pour avoir vachement navigué dans l'écosystème de création de collections NFT, si tu avais le malheur de te dox, donc de révéler ton identité, t'étais mort. Et en même temps, il y avait un côté qui était assez logique parce que les mecs, enfin, on parle quand même de gambling puissance 1000. Les mecs qui mettent de l'argent avec un espoir, une promesse de je vais devenir millionnaire. Le fameux pump and dump et tout le monde est super content, t'es le roi du monde lorsque tu réussis. Par contre, lorsque ça s'écroule, tu pars en prison à vie, tu vois. Bon, il faut aussi avoir fait des crasses, bien sûr. Mais c'était un gros tabou, c'est un écosystème. C'était un gros tabou, c'est un écosystème. Et les mecs nous retrouvent. Hein. Moi, j'avais fait une erreur énorme, mec. Pour ma collection d'NFT, j'avais été l'un des premiers dans l'écosystème français à construire une base mail d'acheteurs de NFT. Et en fait, je voulais les shooter par mail pour les closer sur la collection. Ok. Concret. Et j'avais fait la bêtise. J'avais utilisé Mailchimp. Et dans Mailchimp, en fait, il faut décocher une case parce que sinon, de manière automatique, ils indiquent ton adresse, ton nom et ton prénom.
Parce que lorsque tu t'inscris sur Mailchimp, généralement les autorépondeurs, ce qu'ils demandent à chaque fois, c'est d'inscrire ce type d'informations pour améliorer la délivrabilité des emails, blablabla, faire en sorte que ça tombe dans les spams, etc., etc. Et moi, j'avais pas décoché la case. Mais c'était quelque chose. Moi, j'ai pas eu des problèmes directement. Incroyable ce qui s'est passé. Les types n'ont pas réussi à. Mais mes 2 associés ont été dox. Ils ont reçu des menaces de mort énormes. Les parents de mes associés ont reçu des menaces de mort énormes. Et ça, c'était pour la majorité des personnes. Mais en même temps, c'était. J'ai envie de te dire, le comportement humain était totalement irrationnel, mais c'est logique. On parle d'argent, on parle de millions d'euros qui se sont volatilisés du jour au lendemain. Et du côté des créateurs de collections NFT, là je parle pas des grosses pour le coup, mais du côté des créateurs de la majorité des collections NFT, les types, ils se croyaient intouchables. Les types, ils pensaient que c'était génial, je vais vendre des trucs, je vais empocher l'argent et je vais me barrer. Et en fait, personne n'a réalisé que ce qu'ils faisaient, c'était juste des levées de fonds. C'est comme si toi, demain, tu lèves 10 millions et après, tu dis aux investisseurs, putain, les gars, merci. Ciao. je me tire. Mais c'est exactement ce qui s'est passé, mec. C'est exactement ce qui s'est passé. Et ça ne posait aucun problème. Aucun problème. Parce que la promesse, le deal implicite, c'était de dire, bah, spéculateurs, vous êtes la merde, à vous de la vendre la plus rapidement possible. Vous avez la patate chaude, à vous de la vendre la plus rapidement possible. Donc bref, c'est assez fou. Et aujourd'hui, mec, on a pu voir plein de marques. Donc Guerlain, maintenant, c'est un tabou. Porsche, la collection de Porsche, franchement, elle va nulle part. Et toutes les marques comme ça qui sont lancées là-dedans, elles ont toutes fait la même erreur, qui est de dire, OK, il y avait de la hype. Le Web 3, c'est la hype, on fonce. Au lieu de se dire, OK, on a un business qui fonctionne, comment est-ce qu'on ajoute cette techno pour décupler le business actuel? Et ça, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont tous fait avoir par le FOMO ou alors par des consultants qui étaient mal intentionnés, où ils ont dit, la collection NFT, c'est génial, les gars, foncez, let's go, let's go. Au lieu de leur dire, écoutez, voilà comment concrètement dans votre activité, vous allez pouvoir en profiter. Et en fait, ce qu'elles ont toutes fait, c'est qu'elles ont créé des communautés pour vendre leur collection NFT, au lieu de créer des communautés pour dynamiser leur business actuel, puisque je pense que toutes les marques auraient pu en profiter au niveau de la création de communautés, et puis derrière, utiliser la création de collections de NFT pour augmenter l'engagement communautaire de leur audience de base, de leur base clientèle. Et là, d'un coup, ça avait du sens, puisque d'un coup, il y avait une sorte de synergie avec leur business principal. Et elles, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont voulu vendre leur collection NFT, donc elles se sont dit qui achète la collection NFT, c'est spéculateurs. Donc elles sont parties créer que des communautés de spéculateurs, et donc forcément, ces spéculateurs n'avaient absolument rien à faire de la marque. Ils ont acheté leur NFT, ils ont tout dumpé, la communauté est morte. Et les quelques clients qui ont fait confiance à la marque se sont fait totalement avoir. Ouais. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant. Et donc là, pour revenir sur la question de base, tu penses qu'on est au début d'une nouvelle phase ou que là, on a juste eu, parce que BlackRock, parce que tout ça, on a juste eu tu vois, une espèce de pump, mais on n'est pas encore reparti. Parce que si on fait un parallèle avec la vraie économie, ce qui s'est passé la dernière fois, en 21, c'est que dû au Covid, des mecs avaient beaucoup de temps, parce qu'ils étaient tous en télétravail, ils avaient globalement rien à branler. 2, les gars, il y avait eu des stimulus checks qui partaient dans tous les sens. 3, les VC avaient balancé un max de fric dans l'écosystème. 4, tu avais des spéculateurs qui avaient plein de thunes. Là, aujourd'hui, la réalité du marché, c'est que les gens ont beaucoup moins de thunes, que les VC sont hyper frileux en ce moment, que les gens sont retournés au boulot, donc ils ont moins de temps que pendant le Covid. Est-ce que tu vois dans les prochains mois la même chose que 21 ? Ou est-ce qu'on est dans un truc totalement différent et la courbe va mettre plus longtemps à monter et ainsi de suite? Comment tu vois le truc? Mec, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée parce que je connais rien à la finance. Et c'est vrai que en fait, je trouve ce moment, ce qu'on vit, très bizarre. En fait, je trouve que l'enchaînement des événements était très bizarre. L'acceptation par la SEC de l'ETF Bitcoin était hyper bizarre, avec un hack du compte Twitter de la SEC en disant oui, c'est le stagiaire qui a merdé, en révélant qu'en fait l'ETF Bitcoin allait sortir, petit pump, et après non, en fait, rien n'a été annoncé, blabla. D'un coup, ils annoncent, l'économie est au plus bas, d'après ce que tu me dis, mais également d'après les articles que je peux lire. Comme tu l'as dit, il n'y a pas d'injection nouvelle de liquidité. Au niveau des VC, j'ai l'impression que les startups, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire ne lèvent pas autant d'argent. Et pourtant, il y a un pump
de malade et le pump est totalement et d'autant plus irrationnel et bizarre qu'aujourd'hui, on a atteint les 69 000 au niveau du prix du Bitcoin et le grand public n'en parle pas. Oui, exactement. Personne n'en parle, mec. Et ça, alors soit c'est un indicateur super bullish pour la suite en disant bon bah tant mieux si on reste sous les radars le temps que le Bitcoin arrive jusqu'aux 100 000. Moi personnellement ça m'arrange, mais sinon je comprends pas. Et du coup la seule explication c'est bon bah non en fait c'est juste comme tu l'as dit les insights qui sont rentrés quoi. Les insights qui sont rentrés, les insights qui sont en train de dire ok. Oh, il y avait une courbe comme ça que j'ai partagée qui est assez intéressante, c'est de voir l'évolution des ETF Bitcoin par rapport à l'évolution des ETF or. En fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup enfin, les ETF principaux sont en train comment je peux dire, de partir vers l'ETF Bitcoin. Voilà, je pense que le vocabulaire financier n'est pas le bon, mais on voit l'ETF Bitcoin qui commence à prendre des parts sur l'ETF or. Et donc, finalement, l'explication logique du haut des connaissances que j'ai dans ce truc, c'est peut-être tout simplement de dire, ok, c'est les instituts qui se disent le Bitcoin, c'est intéressant. On va prendre l'argent qu'on a ailleurs et on va juste le mettre là, quoi. Donc c'est juste un déplacement de richesse, non pas une création de richesse de nulle part qui a expliqué le bull market de 2021. Ok. Ouais, intéressant. Non, mais pas contre. Enfin, potentiellement, c'est clairement ça. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'à mon avis, on est encore sous les radars. Donc le grand public s'en rend pas compte. Enfin, il a dû s'en rendre compte, mais il n'est pas encore bullish complètement sur le truc. Et donc, ça veut dire qu'il reste de la place. Pour moi, on est genre pré-cycle, en fait. On est encore pré-cycle. Avec peut-être un peu plus de mecs initiés qu'à l'époque, donc. Mais d'un autre côté, tu as l'argent des instits qui arrive, donc l'effet de levier risque aussi d'être potentiellement monstrueux. En fait, pour moi, le truc, c'est si la situation se calme mondialement et que tu repasses sur un modèle gros investissement dans la tech, tu vois, la tech repart, tout le monde se chauffe. Vu que la tech, même dans cette période un peu compliquée, est déjà à son ATH, on peut aller très très haut. Et d'un autre côté, si les BRICS s'énervent et que le monde se tend un peu, mais qu'elles font des cryptos leur moyen de paiement, ça veut dire que tu as plus de la moitié du monde qui utilise les cryptos comme vrai modèle financier. Ce qui est une autre timeline, entre guillemets, mais qui peut aussi faire pumper le truc. Quand bien même, tu as un monde qui est un peu fractionné, un peu tendu. Et alors évidemment, la meilleure des timelines, ce serait les BRICS l'utilisent parce qu'ils ont envie de l'utiliser et tout le monde se calme un peu et on remet des gros investissements un peu partout. Et bon, là, je pense que l'inflation, elle pète le plafond et qu'on a d'autres problèmes. Mais pour les mecs, pour les spéculateurs, ce serait de très très bonnes news. Ouais, hyper intéressant. Aucune idée. Je pense que ça pourrait être intéressant de faire venir un vrai puriste de l'écosystème crypto qui a aussi des grosses bases en termes de théorie économique et théorie financière. Je pense à Romain. Ça pourrait être intéressant de le faire venir peut-être au podcast. Ah bah ouais. Moi ouais. Si Romain il est chaud, ça peut être très bien. Et sinon, moi j'ai d'autres potes qui pourraient intervenir. On peut se dire ça pour peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, essayer de faire venir quelqu'un dans ce truc-là. Bon, bah, mais du coup, ouais. du coup, alors conclusion, et je pense que ça peut être aussi l'ouverture pour le prochain podcast. De base, je comptais parler des opportunités de business au sein du Web3. Parce que selon moi, c'est vraiment là où les mecs peuvent faire de la thune. Parce qu'aujourd'hui, même si on investit dans le Bitcoin et que le Bitcoin fait x2, ce qui serait déjà énorme, bon, bah, ça fait que x2 entre guillemets. Alors que il y a quand même une opportunité de création de richesse pour monsieur et même tout le monde qui est assez énorme au sein de l'écosystème Web3 et sans engager le monde dessous. Et c'est ça aussi qui est passionnant, c'est que dans cet écosystème, ce qui est exponentiel, c'est pas tant uniquement la valorisation des meme coins, les shitcoins, de la crypto qui peuvent faire x100, x1000 dans le meilleur des cas, mais c'est aussi le cash flow que l'on peut tirer en lançant un business en période de bull market. Ça, j'ai pu l'expérimenter et j'ai pu étudier et analyser des business hyper intéressants, hyper simples,
qui crachait de la thune, qui crachait de l'argent. Et donc, je pense que du coup, ce sera l'occasion d'en parler lors du prochain podcast. Et bah, nickel. Mais du coup, c'est quoi le nom de ce podcast-là? C'est quoi? Est-ce qu'on a atteint le état des lieux sur le marché de la crypto? Ouais, on en est où ouais, on en est où sur la courbe de folie, tu vois? J'en sais rien, mais ouais, c'est ça. On en est où en fait? Moi, je me suis posé cette question toute la semaine. Je l'ai pas vu venir en fait. Et pourtant, tu vois, je fais du DCA tous les mois, je lis les infos. Alors, je suis pas un expert, mais je l'ai pas vu venir. Je sais pas, à un moment, j'ouvre Twitter et on fait ATH. J'ouvre mon wallet et en effet, ouais, cool, nice, tu vois. Nice, nice, nice. Mais j'ai pas vu venir le truc. Je voyais que ça s'améliorait, ça j'en étais conscient. Mais le moment où on redépasse l'ATH, je veux dire, l'ATH, on l'a passé la dernière fois. T'avais une hype sur des mois, tu vois, jusqu'à ce point culminant, machin, nan. Là, ça a été, vas-y, mardi soir, 20h, ah bah c'est bon, vas-y, done, tu vois. What the fuck, enfin. Donc voilà. Ouais, moi, je pense que je suis un peu plus implanté dans l'écosystème. Enfin, je lis une newsletter, plusieurs newsletters quotidiennes sur ça. Ouais. Donc, ça m'a pas surpris. Mais au contraire, en fait, j'essaye de rester le plus loin possible de tout ça. Parce que dans tous les cas, moi, j'ai fait mon DCA pendant la période de bear market. Et Ouais. j'ai peur du FOMO, j'ai peur de la hype. Et donc, je me dis, OK, j'essaie de construire des business long terme. J'investis, c'est bon, parfait. Je vais mettre en place aussi des strats, on en reparlera la semaine prochaine, pour profiter quand même de certaines opportunités, pour le coup, purement spéculatives. Ouais. Mais ouais, voilà, j'essaie vraiment de me dire, ok, bon, j'accepte de passer à côté de certaines choses, parce que je vois déjà des potes qui sont en train de bouger partout, quoi. Ils sont en train de devenir fous, de dire, putain, j'ai laissé passer ça, et ils délaissent totalement leur business actuel. Et ça, il y en a tellement, mec, tellement qui ont détruit Ouais. leur activité de base à cash flow. Moi, je me souviens d'une phrase que je t'avais dite, et après, on peut s'arrêter, t'inquiète. Lorsque tu m'avais parlé du projet, enfin, je sais pas si on peut le citer d'ailleurs, le projet Mona Lisa. Mona Lisa. Ok, on peut le citer. Ouais, Bon, on peut on le peut le citer. citer. Lorsque tu m'avais parlé du projet Mona Lisa, j'avais été hyper emballé, et je t'avais posé cette question. Je t'avais dit, est-ce que lorsque tu bosses sur ce genre de projet-là, tu trouves pas que ton business actuel devient chiant parce qu'en pleine hype, t'as l'euphorie de la chose, tu te dis putain, mais en fait c'est ça, the next big shit, blabla, tu vois. Et tu m'avais dit, donc tu vois, je t'avais quand même posé la question et tu m'as répondu à ce moment-là, c'est ce qui me rapporte de la thune, donc je vais pas lâcher le truc qui m'apporte de la thune. Et c'est un truc qui est tellement logique, c'est tellement du bon sens. Mais dans ces périodes d'euphorie, on se rend pas compte à quel point les émotions peuvent aveugler absolument tout le jugement, nos décisions, blabla, et à quel point on peut vraiment faire n'importe quoi. Et on peut Ouais. cramer notre autorité, on peut cramer la confiance qu'on a créée vis-à-vis de notre communauté, vis-à-vis de notre réseau ou compagnie, et on peut aussi cramer notre seule source de cash flow qu'on a créée. Ouais. Heureusement, tu vois, heureusement, mec, que j'ai fait le choix factuel, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, bah, mon business principal, il fait 30 fois ce qu'il faisait à l'époque Mona Lisa fait 0. Euh, Après, tu me Mona diras, Lisa est morte. ouais, on peut pas refaire l'histoire, tu vois. Donc, est-ce que si on avait foutu toute notre énergie dessus, on n'aurait pas réussi à passer un truc? Mais je vois Non, pas. mec. J'y crois pas. Tu vois, aujourd'hui, pour moi, c'est pas faisable. C'est-à-dire que quand bien même on aurait réussi un truc enfin, on aurait tout misé dessus. Je pense que à quelques mois près, on aurait eu la même issue. C'est une question de 6 Non, mois. il y a extrêmement peu de projets tech dans la crypto qui font de la thune. Hein. Tous les projets tech qui ont suivi le business model de Mona Lisa, qui est en gros du no-code dans la crypto, mais je ne connais aucun qui font de l'argent. Aucun. Ouais, moi non plus. Bref, bah écoute, je vais pas te garder plus longtemps. Trop Non, cool. Bah mais écoutez les gars, à la semaine pro, on parlera peut-être des business web 3 s'il y a toujours une hype. Sinon, on s'en refera sur une autre hype. Et puis voilà, on espère que vous avez apprécié ce podcast. ouais. Et puis à la prochaine. À la semaine pro.